Rebonjour et bienvenue dans ce classement du top 10, cette fois-ci, donc mes meilleurs films de l'année. Je vous rappelle les mêmes précautions qu'à l'avance, ce sont les films que j'ai vus, c'est mon classement personnel à partir de ce que j'ai regardé dans l'année, tout ce que j'ai regardé dans l'année, je n'ai rien oublié, et ce n'est que mon point de vue, donc je vous encourage vous aussi à mettre le classement de vos meilleurs films. Commençons, numéro 10. Age of Tomorrow. Il n'y a pas beaucoup de gros films de sci-fi action dans ce top de ces années. Celui-ci, j'ai vraiment voulu le mettre parce que j'ai vraiment pris plutôt mon pied. Enfin, c'était un film d'action de SF créatif, original, sympathique, pas vu jusque-là. Enfin, vraiment un truc qui m'avait plutôt surpris, avec des idées très intéressantes et des idées de SF que j'aime beaucoup en particulier. Tout le parallèle entre la guerre avec les aliens qui se passe dans ce film-là et la guerre 39-45, avec tout le fait que ça se passe en un débarquement en Normandie, que ça se passe en Europe, etc., que ça se finisse à Paris. Enfin, voilà, je trouve que c'était extrêmement bien fait. Mais bureau des vérifications, le film ne s'est pas planté. Le film a été produit pour 178 millions de budget, on a rapporté 100 millions aux États-Unis, donc sur le territoire des États-Unis, léger gadin, mais pas tant que ça. Et à l'international, il a rapporté 368 millions. Donc le film est bien remboursé, tranquillement, il s'est fait 100 millions en bénéf. Ça va. Il est tranquille, le film, il s'est pas planté. 368 en plus, 368 millions, c'est plutôt un bon score, alors que tout le monde avait dit que ce film allait se casser la gueule. Moi pour le coup j'avais dit que ce serait le nouveau Inception et que les gens allaient pas comprendre, pour le coup non, ça ne s'est pas produit. Donc voilà, j'avais tort. Ça y est, je l'ai dit, j'avais tort. Mais vous n'avez pas raison parce que vous n'avez pas dit que le film n'allait pas se planter, donc c'est ballot, hein, vous pouvez pas inverser la phrase. Donc du coup, ça ne s'est pas planté du tout. Et alors ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent le film a même été renommé pour sa sortie en Blu-ray. En Blu-ray DVD. Il a été nommé Live, Die, Retry, qui était le slogan du film, qui était sur mon joli t-shirt au plus, qui me fait un magnifique pyjama d'ailleurs. Mon t-shirt Age of Tomorrow qu'on m'a offert l'avant-première. Non, les gars, c'est effectivement la catchphrase du film. Et si vous regardez bien sur les Blu-ray, les affiches de Blu-ray que vous avez vues, il y a marqué Age of Tomorrow entre chacun de ces gros mots qui est marqué, que vous voyez là. Le film n'a pas été renommé pour sa sortie en VOD. On ne renomme pas les films pour leur sortie en VOD. Cas extrêmement rare. Les films qui sortent avec des titres refaits, c'est souvent des films étrangers qu'on sort en France uniquement en DVD et dont on refait le titre en DVD, qui des fois effectivement sont refaits avec des choses qui n'ont aucun sens. Ou avec des films qui à la base, dès le début, ont été prévus pour de la VOD, ou des vrais gadins. Mais gadins ultimes. Je crois que même pour un gadin ultime en salle, ça se fait pas. De toute façon, en gros, à partir du moment où le film est sorti en salle, on ne change plus son titre. Pourquoi ? Parce que c'est simplement que le but du DVD, c'est de le vendre, et si personne ne sait quel est le film en voyant le titre, personne ne l'achète. Comme on a déjà perdu du fric dessus, le but, c'est que les gens prennent le Blu-ray ou le DVD. Donc vaut mieux qu'on puisse reconnaître le film. Donc non, on ne change pas le titre d'un film qui est sorti en salle, ça ne se produit, ça c'est d'une rareté extrême. J'ai vraiment aucun exemple à sortir en tête. Tout ce que j'ai en exemple, c'est que du direct to DVD ou du direct to VOD. À partir du moment où il a été distribué en France, il n'y a aucune raison de changer le titre. Et le titre n'a pas changé. Ce n'est que l'accroche qui est marquée plus grosse sur l'affiche que le reste du truc. Alors oui, le fait de mettre l'accroche en gros sur le truc peut être un mauvais signe, mais même pas, parce que on reconnaît quand même très bien le fait que ce soit lié au film, donc non, même pas. Très bon film sur la manipulation du temps, très bon film d'action, maintenant que j'ai vérifié les erreurs. Très bon film, voilà, juste j'ai pris un gros pied, un gros kiff, vraiment intéressant, très original, plutôt sympa, avec Tom Cruise en plus, c'est surprenant parce qu'il nous a pas toujours habitué à des trucs originaux. Et voilà, vraiment, oui, surtout surprenant parce que Tom Cruise joue à quasi un anti-héros pendant une bonne partie du film, donc c'est pas habituel pour lui, donc plutôt bienvenue, encore une fois. Non, vraiment, Age of Tomorrow, c'était une des très bonnes surprises de cette année. Passons au suivant, numéro 9. Diplomatie. C'est très marrant parce que je n'ai pas revu ce film depuis que je l'ai vu en salle, mais je suis tellement admiratif de huis clos avec des personnages qui ne font rien d'autre que parler que c'est magnifique. C'est absolument sublime. La portée de ses discours, la gravité de ces personnages, juste l'importance de cet événement. Je veux dire, c'est le moment où Paris a failli être réduit en miettes.
je ne serais pas là où je suis à l'heure actuelle si ces événements n'avaient pas eu lieu. Je sais pas si je les remercie parce que j'aime pas particulièrement Paris, mais dans le doute quand même, c'est mieux que Paris soit resté et qu'ils aient pas détruit tous les grands monuments, et qu'ils aient pas détruit tous les grands trucs. Enfin vraiment, ce film était, c'est des choses qui me soufflent, moi, des grandes choses historiques comme ça, enfin aussi importantes. Je reste baba devant ce genre de choses, donc j'ai été très marqué par Diplomatie, mais je l'ai pas encore revu. Donc c'est assez marrant, mais c'était vraiment un de mes meilleurs films de l'année. Nymphomaniac. Oui, je le prononce avec l'accent, parce que du coup c'est le mot anglais, donc faut le prononcer à l'anglaise. Le dernier film de Lars von Trier, qui dernièrement nous a fait un dernier délire de sevrage, en disant qu'il allait plus jamais tourner de film, parce que maintenant il prenait plus de drogue et que c'était catastrophique. J'adore ce personnage, il est génial. Mais non, Nymphomaniac était génial. Moi je suis très très fan du travail de Lars von Trier, que je trouve absolument fascinant, qui a toujours des choses très très borderline, je dis pas le contraire, très très limite, mais c'est tellement cool de voir un personnage aller vers ses limites, et en même temps rester, au contraire, très très créatif et intéressant avec. Ces films sont d'une puissance et d'une force, et en ce qui concerne Nymphomaniac, je trouvais que la relation entre les deux personnages était fascinante, entre Joe et Seligman, qui était magnifiquement construite. Le travail d'acteur de Stellan Skarsgård et de Charlotte Gainsbourg c'est incroyable. Et j'adorais le principe de l'histoire, le principe de faire des parallèles comme ça entre la nymphomanie et toutes les choses avec lesquelles Seligman fait des allusions. C'est la pêche à la ligne, le fait de faire la peinture machin, la religion catholique russe, enfin les rapprochements qu'il fait, ce mec, et je trouve ça génial parce que d'un côté c'est quelque chose d'assez sombre, assez glauque, et d'un autre côté ce mec est un espèce de puits de culture, et il compare, il essaye de changer son point de vue à elle sur sa propre sexualité, de lui dire que ce que tu fais c'est pas sale, qu'il y a quelque chose de très noble et de très ancien et de très... Voilà, il y a tout un discours sur le sexe, sur les femmes, sur le machin. J'aime beaucoup ce film, je le trouve absolument génial. J'ai vraiment adoré. J'étais allé le voir avec une de mes meilleures amies, on était tous les deux fans. Et j'attends beaucoup la version intégrale non censurée qui fait 5h30. Déjà, les deux films en deux parties le film en deux parties faisait 4 heures. Mais là, la version longue de 5h30 qui va sortir là, à la rentrée en Blu-ray et en VOD aussi, il y a une journée que je vais passer en troglodyte enfermé chez moi avec juste mon plateau repas et mon film, et je vais regarder 5h30 de Nymphomaniac. Je n'attends que ça. J'ai vraiment envie de voir ce film. C'est marrant parce que ça devrait être glauque quand même avec un point de vue, avec une idée pareille, mais c'est tellement génial. Et il y a des choses tellement drôles dans ce film. Pour peu que vous puissiez rire de la sexualité et que vous ayez un humour un peu cynique, il y a des scènes. Dans le premier, il y a toute une scène avec Uma Thurman, qui est absolument géniale, de femme jalouse qui vient faire un scandale et tout. C'est absolument magnifique. Et dans le 5, il y a une scène de... ils sont combien? Ils sont 2? Oui, ils sont 2. Il y a une scène de... Il y a un plan à 3 entre Charlotte Gainsbourg, enfin le personnage de Joe, et deux Black. Il y a un côté tellement grotesque dans le fait de voir Charlotte Gainsbourg en train de regarder à droite à gauche les deux mecs en train de discuter, et d'avoir... ça me fait déjà rire. Et d'avoir en amorce de cadre, donc vraiment, c'est du cinémascope en plus, donc l'image elle est écrasée comme ça, et dans cette image comme ça, avec juste le visage de Charlotte Gainsbourg comme ça, vous avez deux énormes tubs qui sont en train de se balader en amorce d'image, complètement flou, et elle est, en train de regarder comme ça. Voilà, moi ça me fait mourir de rire. Je trouve qu'il y a des plans comme ça qui sont à se pisser dessus. Il y a aussi des plans qui mettent énormément mal à l'aise, et grosso modo, c'est ça qui me plaît dans ce film, une montagne russe d'émotions, mais parfaitement gérée. Pas une montagne russe à la con où on va dans tous les sens et on a peur de sortir du fauteuil à chaque truc, c'est une vraie belle montagne russe, quoi. Ça monte vers l'humour, ça redescend vers le glauque, mais très très glauque, et puis ça remonte vers l'humour, puis ça fait un petit truc un peu machin, un peu entre les deux, et puis d'un seul coup ça fait vraiment un truc génial. Shia LaBeouf était très bon aussi d'ailleurs dans ce film, entre autres. Il est taré, mais je trouve qu'il y a un qui joue bien. J'en ai déjà parlé avec Fury, mais il est peut-être fou, mais les fous font des bons acteurs souvent. Il suffit de regarder Nicholson, des choses comme ça. Les fous marchent bien au cinéma.
Donc il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose de bien, Shia LaBeouf. Moi je trouve que ça a jamais donné quelque chose de mauvais et que ça peut donner quelque chose de très bon si ça mature comme il faut, là, comme un bon vin ou un bon brandy. Je ne connais pas du tout les alcools, je sais pas du tout ce que je viens de dire. Passons au suivant, numéro 7. Un illustre inconnu. Parce que Paul Person, c'est quelqu'un. Je suis désolé. J'adore faire ce genre de blague. Non, un illustre inconnu parce que c'était magnifique, quoi. Alors, je refais un petit coucou d'ailleurs à Alexandre de la Patelière, qui est le scénariste, co-scénariste du film et qui a retweeté ma vidéo, mon vlog, parce qu'il était content d'avoir un avis positif sur le film, qu'il n'en a pas reçu beaucoup. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a un film français qui essaie de faire quelque chose un peu différent, tous les critiques sont en train de dire que c'est de la merde et que c'est honteux, et que ça crache à la gueule de tout l'étage du cinéma français. C'est à vous qu'on a envie de cracher à la gueule, simplement. Non, Un illustre inconnu, c'était magnifique. Une magnifique histoire, un très bon thriller. Forcément, ça me fascine parce que le personnage est un acteur. Le personnage du film, c'est un acteur. C'est un personnage qui trouve que sa vie est merdique, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, c'est pas la question, mais le personnage trouve que sa vie est merdique, et du coup veut vivre la vie d'autres personnes. Et ce faisant, il joue leur vie. Et ça, c'est le parallèle avec le monde du cinéma et l'acteur est poussé jusqu'au point qu'il fait lui-même ses propres prothèses en silicone, exactement comme les feraient des artistes et des modeleurs de cinéma, pour faire des prothèses, pour changer des visages ou des choses comme ça. Donc vraiment une mise en abîme du monde du cinéma très très intéressante dans ce film, une écriture extrêmement intelligente, très intelligente surtout dans ses choix de coupure, c'est-à-dire que c'est vraiment les scènes ont la bonne durée, pile poil, juste là ce qu'il fallait, juste ce qu'il faut, juste les répliques qu'il faut, juste au moment où il faut. Je trouve que ce film est d'une justesse qui est fascinante, que Kassovitz dans son rôle il est absolument génial. Alors j'aime bien, il y a un truc qui est marrant. Il y a plein d'articles de cinéma qui sont sortis quand le film est arrivé en salle et s'est un peu planté du coup au niveau des entrées en disant le film paye la mauvaise cote de Mathieu Kassovitz au niveau du public français. Et enfin les mecs prennent le truc complètement à l'envers. Les médias détestent Kassovitz, parce que Kassovitz emmerde le cinéma français, mais va quand même au César, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est pas parce qu'il emmerde le cinéma français qu'il n'y a pas eu du bon boulot de fait non plus cette année et qu'il peut pas remettre un prix. C'est ça encore, les points de vue peuvent être subtils et multiples, avec des idées variées, c'est pas forcément un truc... Donc il déteste pas le cinéma français, sinon il en ferait pas. Quand il dit j'emmerde le cinéma français, il emmerde le Trois Cœurs, il emmerde des trucs dans ce genre-là, quoi, ce qui refait 10 millions de fois le même film, alors qu'il y a des mecs qui ont envie de faire un illustre inconnu et qui ont du mal à le faire, et que quand ils le font, tous les critiques de cinéma qui, effectivement, détestent Kassovitz, clashent le film. Et qu'il y a très peu de plateaux de télé qui l'invitent à faire la promo, parce que du coup, si on invite Kassovitz, du coup, il y a d'autres acteurs dans le cinéma français, d'autres acteurs du cinéma français, parce que c'est pas forcément des acteurs uniquement, mais aussi des producteurs, des réalisateurs, des choses comme ça, qui ont pas aimé les propos de Kassovitz, et du coup, les mecs l'invitent pas parce qu'ils ont pas envie de se mettre à mal avec eux, donc la mauvaise image de Kassovitz, si le film la paye, c'est au niveau de la promo, c'est pas au niveau de la réception du film par le public. C'est pas du tout le problème. Donc je pense que c'est pas du tout pour ça que le film a pas marché en salle, c'est parce que oui, il y a une promo qui était pas terrible et qui a pas été très bien poursuivie, en particulier parce que les médias effectivement ont pas envie d'aider un film dans lequel il y a Kassovitz, ce qui est débile. C'est un excellent acteur, c'est un excellent réalisateur, pourquoi être contre ce mec-là, quoi, simplement parce que il a dit un truc qui vous plaît pas? Qu'est-ce que vous êtes débile. C'est marrant quand même comment les critiques réagissent. Bref. Un illustre inconnu était vraiment génial et il faut le voir. Passons au film suivant qui est le numéro 6. Philomena. Parce que Stephen Frears est l'un des meilleurs réalisateurs anglais, parce que Judi Dench est l'une des meilleures acteurs anglaises, parce que... comment il s'appelle lui déjà? Steve Coogan est un des meilleurs acteurs anglais, et cette histoire... et une des plus belles histoires que j'ai vues, racontées, qui soit déroulées en Angleterre. Il y a eu plusieurs films sur ça, plusieurs films sur les pensionnats religieux avec des nonnes qui étaient très très sévères, évidemment, très très strictes avec les jeunes filles qu'elles recevaient, et qui recevaient des jeunes filles mères, donc des jeunes filles qui sont tombées enceintes très très jeunes et que leur famille a du coup placé en couvent ou
dans un truc, dans une institution, pour éviter que la honte ne marque la famille. Je vais pas vous en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler le film, mais l'histoire est vraiment magnifique et vraiment Philomena est un personnage ultra attachant. Enfin, j'ai envie de lui faire des câlins tout le temps. C'est une petite grand-mère toute gentille. Elle est tellement, elle prend tellement sur elle. Elle en veut tellement à personne alors qu'il lui arrive de la merde et elle pourrait en vouloir à tellement de gens. Mais qu'est-ce que c'est? Ça me fout la chair de poule rien que d'en parler, quoi. Il est magnifique ce film. L'histoire est extrêmement triste et sa réaction, elle, est tellement belle que je suis au bord des larmes à chaque fois que je le vois. Enfin, c'est vraiment un film qui me fait ressentir des choses très très belles. Donc voilà, on va pas te dire beaucoup plus, parce que j'avais déjà fait tout un vlog dessus, je vais ne faire que me répéter. Philomena était un très bon film. Passons au suivant, numéro 5. The Best of Her. Premier film de cette liste sur lequel je n'ai pas fait de vlog, qui a en plus plusieurs cas particuliers, donc j'ai pas fait de vlog dessus déjà à l'avance. Il y en a un deuxième sur lequel j'aurais pas fait de vlog à l'avance, et c'est un film italien. Entièrement italien, tourné entièrement en anglais, parce que l'acteur principal c'est Geoffrey Rush, et tous les acteurs sont anglais, il y a aussi Jim Sturgis, etc. Mais c'est un film italien. C'est assez rare. C'est en plus le thème est typiquement un truc qui colle à l'Italie, et je sais pas si ça me plaît parce que ça parle d'art, parce que c'est italien, je suis à moitié italien. Je sais pas du tout parler italien ni quoi que ce soit, j'ai jamais été en Italie, mais je suis à moitié italien quand même. Et je sais pas si c'est pour ça que ça me parle ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ce film absolument magnifique. Surtout que je trouve le dessin du personnage complètement tragique. C'est l'histoire d'un commissaire-priseur qui donc vend des tableaux, bien évidemment, qui a une renommée internationale pour être l'un des meilleurs commissaires-priseurs du monde. C'est un expert aussi en art, du coup, et qui peut expertiser les tableaux, forcément. Il a tout un projet personnel, il y a quelques œuvres qu'il détourne un peu du réseau principal de vente en les faisant passer pour des faux et qu'il collectionne pour lui, parce que c'est des trucs extrêmement rares qui vous vendront une fortune absolument colossale quand il prendra sa retraite et qu'il pourra essayer de les revendre avec 2-3 alias. Et une femme le contacte un jour pour lui demander de faire l'inventaire des possessions de sa maison. Et c'est une femme très mystérieuse parce que personne ne l'a jamais vue. Elle vit en fait enfermée dans une pièce de la maison dans laquelle elle vit. C'est une espèce d'énorme maison dans laquelle il y a énormément d'œuvres d'art et de grands meubles et tout dans ce genre-là. Enfin, une espèce d'ancien château, truc dans ce genre-là, ou d'hôtel particulier. Et du coup, il est très intrigué. Et il va commencer à développer cette histoire. Il va en parler avec son meilleur ami qui est un petit jeune, vraiment très très jeune, qui est joué par Jim Sturgis, qui est celui qui répare tout ce qu'il arrive à trouver et qui donc essaye de l'aider à réparer certaines œuvres. Et tout ça en fait évolue tranquillement dans son coin. Il y a plein de personnages un peu par-ci par-là dont on voit pas trop le rapport qu'ils ont avec les autres. Tout tourne autour des arts, autour de la relation entre ce mec-là et cette jeune fille, puisqu'ils vont commencer à développer toute une histoire, etc. Et le retournement de fin on le voit tellement pas venir. Je l'avais un petit peu vu venir, mais je l'ai vu venir quand le plan allait arriver, quoi. C'est vraiment, j'ai vu le truc, je me suis dit, ah oui, ça va faire sens. Et d'un seul coup, j'ai vu le truc et j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai vraiment fini le film comme ça, quoi. Je l'ai pas dit, mais j'ai eu un frisson qui m'a parcouru les chines. Je me suis dit, mais c'est horrible, ce qui arrive à ce personnage est atroce. Regardez le film. Je trouve ça absolument odieux ce qui lui arrive. Enfin, à tous les niveaux. Aussi bien. Oui, à tous les niveaux. Je veux pas trop vous en parler parce que c'est vraiment. Je suis allé voir le film avec peu d'informations. C'est un de vous qui me l'a conseillé d'ailleurs. Je me rappelle plus comment tu t'appelles. Mais c'est un de vous qui me l'avait conseillé. Et je suis allé le voir. Vraiment, aucune information. J'ai apprécié le film tel qu'il arrivait. C'était juste. Magnifique, quoi. Tout est fait avec une telle subtilité, tout tourne autour de l'art, tout est magnifique. Et des grands acteurs, des mecs très... Enfin, Geoffrey Rush, c'est lui qui jouait dans Le Discours d'un roi, il a un côté comme ça très très noble, très posé, très machin, j'adore cette façon de jouer les personnages. Donc The Best of Her, vraiment une petite merveille. Passons au suivant, numéro 4. Under the Skin. Alors là aussi, je vais pas trop en parler, parce que c'est un film dont on ne peut pas trop parler. C'est très particulier, évidemment, c'est un film très très auteur, pour le coup, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un film qui est basé beaucoup sur l'ambiance sonore, sur la musique, vraiment sur l'ambiance en général d'ailleurs, plus que sur l'ambiance sonore, mais l'ambiance sonore aide beaucoup à ça, et la musique aussi.
C'est un des très beaux rôles qu'a fait Scarlett Johansson cette année, parce qu'elle a fait beaucoup de très bons rôles cette année. Entre ça, ce qu'elle a fait donc dans Under the Skin, entre Her et Lucy, quand même, quelque part, elle a vraiment une carrière très très intéressante cette année. Elle a fait des choix vraiment stimulants. Enfin, on sent que elle peut s'autoriser un peu ce qu'elle veut, qu'elle s'amuse en faisant Avengers, en faisant des trucs dans ce genre-là, et que d'un autre côté, elle a envie de faire des projets très très auteurs, très très poussés, où elle peut essayer de pousser plus loin son jeu. En particulier Under the Skin ou Her, où c'était uniquement sa voix, et il fallait donc qu'elle soit... qu'elle arrive à incarner un personnage uniquement avec sa voix, et elle a une des voix les plus incarnées, les plus douces du monde. Enfin, elle a vraiment une façon de parler, une façon de traiter sa voix dans ce film qui est assez extraordinaire. Under the Skin, pour le coup, est l'histoire donc d'une alien débarquant sur Terre et qui commence à enlever des jeunes hommes. On ne sait pas trop pourquoi, et à vrai dire, le film ne donnera pas vraiment de réponse. La réponse est dans le film, mais c'est pas vraiment une réponse. C'est-à-dire que on voit ce qu'ils font avec les hommes, mais on sait pas pourquoi. Donc au final, on sait toujours pas pourquoi. Mais il y a une partie du pourquoi qui est un peu expliquée. Mais tout ça, c'est un film d'ambiance. Tout ça, c'est un film qu'il faut prendre vraiment comme une atmosphère dans laquelle il faut réussir à rentrer ou pas. Et ça n'arrive pas à tout le monde, et c'est pas grave si vous rentrez pas dans le film. Faut pas croire que si vous regardez Under the Skin et que vous n'arrivez pas à rentrer... Parce que j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Je suis vraiment désolé, je comprends pas ce que j'ai pas compris, je suis pas rentré dans le film. » Ce n'est pas grave, ce n'est pas sale, ton corps change. C'est vraiment pas grave. Il y a des styles de cinéma qui sont pas pour tout le monde. Faut arrêter cette idée de « Si t'aimes pas ce truc-là, t'aimes pas le vrai cinéma, etc. » Mais ta gueule, pauvre con. Non, tout le monde n'est pas fait pour tous les styles de cinéma, et c'est pas une question d'intelligence, de conneries, de réceptivité, de quoi que ce soit. C'est juste que ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Tu es un être sensible, fait de millions de choses différentes, et il y a des choses qui te parlent et qui te parlent pas, des choses qui font vibrer et d'autres non. Ça peut ne pas faire vibrer. C'est pas grave. Mais, pour ceux que ça fait vibrer, c'est vraiment une expérience assez sensationnelle, et je vous encourage à la vivre si vous pensez que vous pouvez être capable de prendre ce genre de film. Je vais pas en parler beaucoup plus, encore une fois, il vaut mieux garder le film enrobé dans son mystère. Passons au numéro suivant, numéro 3. The Frame. Je peux pas souvent parler de films direct au DVD. Celui-ci, il fallait que j'en parle parce que, vous voyez, voilà, je l'ai acheté directement. Exemplaire dédicacé par le réalisateur. C'est pas un truc spécial, hein. Ils sont tous dédicacés. Je pense même que c'est imprimé directement sur la feuille et qu'il l'a pas fait au stylo. Mais je l'ai acheté directement parce que j'ai vu ce truc. C'est juste formidable, quoi. C'est exactement ce que je me dis en disant on peut faire d'excellents films sans avoir énormément de budget. C'est une boîte de production quand même. C'est pas un film indépendant, c'est pas un film amateur. Ça s'appelle Double Age. C'est ça, Double Age Film. Qui est une petite boîte de prod indépendante, un peu comme les films Asylum, qui font les Transmorphers et des faux hobbits et des machins dans ce genre-là, et des fausses machines à voyager dans le temps, qui font ce qu'on appelle des mockbusters. On peut faire des films à peu de budget en essayant de rester créatif. Et ce film-là, oh mon Dieu! C'est l'histoire de deux personnages. Alors comment s'appelle-t-il? Parce que je les ai pas encore bien en tête. Alex et Sam. Donc Alex est un jeune garçon qui vit dans un milieu mafieux. Il fait des coups et des détournements, des vols, des choses genre là pour une mafia locale, dans le but de pouvoir régler une dette et pouvoir s'en aller. Et Sam qui elle est secouriste et qui secourt donc les gens, qui est appelé, qui répond aux appels du 911 américain, qui va soigner les gens et qui les aide. Et en fait, chacun... oh là là, comment résumer le truc sans essayer de trop spoiler leur vie, ont l'air complètement séparées et elles vont se croiser. Mais elles vont se croiser d'une façon totalement surnaturelle. Vous voyez l'image, ça n'a pas grand chose à voir avec des mafieux et des nanas qui secouristes. C'est génialissime. C'est extraordinaire. Des trouvailles de mise en scène, c'est à ça que sert le cinéma indépendant, et des trouvailles de mise en scène que j'ai vu là-dedans qu'on n'aurait vu dans aucun film sorti. Si, ça peut toujours arriver. C'est ça l'intérêt du cinéma, c'est qu'on peut jamais dire jamais, mais ça aurait été très compliqué de trouver les trouvailles qu'il y a là-dedans. Il y a des plans dans ce film, il y a des mises en abîme, il y a des interactions, il y a des doubles sens, des brisages de quatrième mur,
la symbolique de ce film, toute la symbolique du film. Alors, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous plaire. C'est un film sur l'amour qu'on a pour les personnages des séries. Si vous êtes un fan de Game of Thrones, si vous aimez les séries, normalement vous aimez tous les séries, vous devez aimer ce film. Si vous avez aimé une série dans votre vie, vous devez aimer ce film, parce que vous comprendrez les réactions. Ah, c'est compliqué. Mais c'est vraiment génial, et il y a une structure de scénario qui est vraiment très bien faite, même quand on sait ce qu'il en est, même quand tout ce que j'essaie de vous cacher là, même une fois que c'est révélé, les enjeux du coup que trouve le film sont vachement intéressants, et d'un seul coup le film prend un sens complètement différent. Vraiment, c'est magnifique, et c'est à voir, c'est à regarder. C'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. The Frame, réalisé par Jamin Wayans, que vous connaissez peut-être parce qu'il avait réalisé Inc. l'année dernière. Je l'ai pas encore vu. J'avais dit que j'essaierais d'attraper rapidement cette filmographie. Malheureusement, il a fallu que je sorte un Pourquoi j'ai un ordinateur un peu long, sur lequel j'étais très en retard en la fin d'année, donc j'ai pas eu le temps de rattraper tout ce que je devais rattraper, mais vraiment celui-ci, il est génialissime, faut absolument que vous le regardiez. Je ne peux que conseiller. C'est pas le premier, mais quand même. Numéro 2. Lucie. Et je vous ai niqué, parce que vous étiez tous sûrs que j'allais le mettre en premier, j'en suis sûr. Même ceux qui ont dit, ouais, il va être dans le top 3 et tout, vous vouliez pas vous mouiller parce que vous vous êtes dit, ah, quand même. Mais je suis sûr que vous avez tous pensé que j'allais le mettre en premier. Non! Non! Lucie n'est pas le meilleur film que j'ai vu de l'année. Lucie est le film qui m'a le plus fait ressentir de choses cette année. Encore que, c'est pas le numéro 1, mais j'expliquais très clairement ma réaction sur Lucie. Les gens ont voulu me faire passer pour un débile, évidemment, parce que j'aimais bien du Luc Besson et qu'ils n'ont rien vu dans le film. Il y a des gens qui ont essayé de défendre le film en disant que ce n'était que un divertissement avec rien derrière. Vous défendez mal le film en disant ça. Il y a quelque chose dans Lucie. C'est très loin d'être vide, Lucie. Ce qui m'a plu dans Lucie, c'était non seulement ce que faisait le film en lui-même, c'est-à-dire le style de film, ça me plaît, moi, ce que fait ce genre de film. Il essaie de mélanger un petit peu plusieurs choses. La première partie, c'est un peu Nikita. La deuxième partie, c'est un peu... comment ça s'appelle Léon, plus ou moins, et ensuite c'est Dominion Russie l'espace. Mais il y a quelque chose de très varié dans le film, mais surtout tout ce qui était derrière. Je veux dire, moi, Luc Besson, c'est un mec que je suis depuis très longtemps, c'est mon premier émerveillement de cinéma, donc c'est forcément un mec qui est déjà une aura spécifique pour moi. Peu importe ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, mais voilà. Et quand il sort ce film, déjà j'étais passé par tellement d'étapes, mais j'ai tout raconté dans le vlog, j'étais passé par beaucoup d'étapes, j'étais allé sur le tournage, j'étais vu, je l'avais trouvé un peu détaché, un peu patibulaire, comme ça en train de se promener dans son plateau, il a l'air de s'en foutre complètement. Il se trouve qu'en fait c'est son caractère, il est comme ça tout le temps. Enfin, vous regardez des documentaires sur Besson, il est tout le temps en train de tirer la gueule avec les yeux comme ça, même sur un plateau. Donc voilà. J'avais cru que c'était mal barré en voyant le tournage. Voyant la bande-annonce, je me suis dit, ah non, en fait, ça a vraiment de la gueule, mais ça a l'air d'être du divertissement un peu basique et sans rien derrière, effectivement. Donc on va y aller comme ça, mais tout en ayant senti quand même que les 10%, c'était pas juste une histoire, un prétexte scénaristique. Ça d'ailleurs, faut que je trouve un endroit quelque part où mettre un extrait d'interview où Luc Besson dit, oui, les 10% sont faux. Évidemment que Luc Besson sait que les 10% sont faux. Je veux dire, s'il le savait même pas à la base, il y a forcément un connard parmi les 100 000 qui l'ont hurlé, qui serait venu à son oreille. Oui, Luc Besson sait qu'on n'utilise pas son cerveau à 10%. Merci. Ça va. Donc, je suis en train de complètement me perdre du coup avec tout ça. Lucie n'est pas un film vide. Et quand j'ai vu, du coup, je m'étais dit, ça allait être juste un divertissement vide. Et j'ai vu le film et je me suis dit, non. Donc j'ai eu toute une phase où je me suis fait retourner, pour tout le cocasse que cette expression peut avoir, dans la salle de cinéma, en voyant le film, qui vraiment, je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à ce début de film, par exemple, tout le moment où Lucie est en train de se faire convaincre par son mec par son copain d'aller donner la mallette à Monsieur Jang, je pensais pas du tout que le film allait commencer avec ça. Les illustrations qui ont commencé au tout début avec la petite souris qui arrive devant le piège et les gazelles, etc., que vous avez tous trouvé ridicules et grotesques et c'est beaucoup trop gros, etc. Mais oui, bien sûr, le but c'est d'illustrer. Évidemment qu'une illustration c'est grossier. Si l'illustration vous la comprenez pas, ça n'a pas de sens. Si on illustre avec quelque chose que vous comprenez pas, ça n'a pas de sens. Donc si on illustre, oui, ça paraît logique et peut-être même un peu grossier, une gazelle poursuivie par des guépards, mais c'est comme ça que fonctionne l'image. Lucie est une petite souris piégée et une biche poursuivie par des guépards. C'est l'idée de la métaphore. Et il y a tellement de choses dans ce film.
Il y a tellement de messages, il y a tellement de choses qui sont en plus des messages qui m'ont parlé. Et ajouté à tout cela, il y a la démarche. Le pari que représente Lucy pour EuropaCorp, qui devait être le film qui les lançait à l'international, qui a plutôt bien réussi. Manifestement, 478 000 ou 570 000, un truc monstrueux, quoi. Enfin, c'est le plus gros film à l'étranger, qui a dépassé Intouchable, je crois, ça y est. Donc, ou non, il est encore en dessous. Mais bref, parce que je crois que c'est vraiment Intouchable qui est resté maximum. Mais un succès colossal qui a vraiment réussi. Et quand on prend un pari pareil, décider quand même de faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'on en a rien à foutre, entre guillemets, on en a rien à foutre, mais c'est... Non, moi je suis un artiste, je fais mon film, je fais ce que je veux faire. D'accord, il faut que le film marche bien à l'étranger, je veux bien essayer de faire en sorte que ce soit un truc qui se vende bien à l'étranger, mais en dehors de ça, je ferai mon film, quoi. Je ferai pas un truc que j'ai pas envie de faire, et je ferai mes symboliques, et ce sera un film marqué par Luc Besson. Et effectivement, on retrouve tout l'esprit de Luc Besson là-dedans, on retrouve beaucoup de choses de ces anciens films, plein de choses qui sont cachées d'ailleurs, et le mec, elle est les bollocks, dans son film Paris, coup de poker, quoi, de faire une fin what the fuck à la 2001 Odyssée de l'espace. Juste, quand on a une paire de couilles aussi démesurée, moi je suis désolé, ça m'a fait verser ma larme devant le cinéma. Et c'est vraiment ça, c'est l'ensemble des choses. C'est pas juste le film, c'est l'ensemble des choses, tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça veut dire pour moi, tout ce que ce mec représente pour moi, tout ce que cette façon de faire du cinéma représente pour moi, parce que c'est la façon de faire du cinéma que je veux, moi. Moi, j'aime le cinéma de studio, j'aime de tourner entre quatre murs, je déteste être en extérieur, avoir cette putain de pluie qui débarque quand on sait pas quand, avoir le soleil qui est là alors que t'as pas envie qu'il y ait du soleil, t'as envie qu'il fasse moche, et bizarrement, le jour où tu veux qu'il fasse moche, il fait beau, alors qu'il fait moche depuis le début du tournage. Enfin, voilà, moi, c'est un cinéma qui me parle, et tout dans le film m'a marqué, et c'est pour ça que le film m'a marqué, c'est parce qu'il y avait un ensemble de choses, c'est pas un point en particulier, c'est pas le scénario de Lucy, c'est pas le jeu de tel acteur, c'est pas le machin, c'est l'ensemble des choses qui m'ont marqué et qui m'ont fait aimer le film. Donc je vais pas m'étaler 3 heures de plus dessus. Je viens déjà de rajouter encore 4-5 minutes là. Oui, Lucy est un des films qui m'a le plus chamboulé cette année. Ce n'est pas, cela dit, le film qui m'a le plus chamboulé, entre guillemets, cette année, puisque nous allons arriver au numéro 1. Lou, Journal infime. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait mon classement, c'est devenu une évidence. J'ai vu tous les bons films que j'avais vus dans l'année, et je me suis dit, je vais jamais réussir à les classer. Alors, le classement interne, du 2 au 10, ça a été compliqué. Mais alors le 1, il y a un film qui me donne la banane à chaque fois que j'en parle. C'est Lou. Je suis béat d'admiration. C'est magnifique. C'est tout ce que je demande du cinéma. Toutes les émotions que j'ai ressenties devant ce film. J'adore ce film parce que ce film me fait retomber en enfance. C'est moi qui déteste perdre le contrôle, moi qui déteste l'enfance en général, j'aime pas l'enfance, ça m'énerve. C'est une espèce de vieille aigri. Mais j'aime pas avoir un comportement un peu infantile, un peu machin. Et quand je vois ce film, je deviens un gosse de 5 ans, quoi. Le générique de Sidera, j'ai envie de le chanter. Le générique de Sidera, on dirait le générique chanté par Bernard Minet dans les années 80, quoi. Et les paroles sont tellement drôles, quoi. Sidera, Amazon fière et sculpturale, tu parcours les étoiles. Il y a que des trucs comme ça. Je viens de me faire un espèce de vieux kiff. Il y a vraiment un passage qui me fait mourir de rire dans la chanson, c'est parce que la chanson en fait est créée plus ou moins par la mère de Lou. La mère de Lou, c'est celle qui... Elle écrit des textes de science-fiction et elle a créé cette héroïne qui s'appelle Sidera. Et elle l'a basée sur elle-même. Et elle-même est complètement inadaptée sociale, quoi. Elle est habillée n'importe comment, elle sait pas répondre aux gens, enfin elle croise un mec qui est plutôt mignon, elle sait pas parler, elle sait rien faire, elle sait pas réagir. Et il y a un passage dans la chanson de Sidera qui dit quand les paroles sont arrivées dans la salle, mais j'ai explosé de rire et toute la salle était morte de rire. J'ai vécu un truc génial devant ce film, c'était une récréation. J'ai vécu 1h30 de pur bonheur, quoi. J'ai voyagé, j'ai vu des personnages ultra attachants, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le traitement, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les réactions de l'équipe du film, parce qu'ils m'ont tous adoré. Parce que forcément, j'ai adoré le film, donc forcément l'équipe m'aime bien aussi. Et j'ai reçu donc un message de la community manager de Lou
sur Twitter qui avait retweeté du coup le message. J'ai été retweeté par Kian Kojandi qui m'a aussi mis un petit message de remerciement. Kian Kojandi, quoi! Le mec qui a fait Bref! Qui me remercie moi! Mais sérieux! Pour avoir juste dit qu'il faisait du bon boulot, quoi. C'était, bien sûr que tu fais du bon boulot, Kian. Et, enfin, pas lui donner le bon Dieu sans confession non plus, mais enfin quand même. Et Julien Nil, le réalisateur, qui m'a envoyé un petit message, pas grand chose, 3 petites lignes, pour me remercier clairement, enfin en personne, d'avoir dit du bien de son film, parce que encore une fois, un film un peu original, voilà, les critiques elles ont dit non, c'est de la merde, c'est pas bien, ça chie sur le cinéma français, c'est un cancer filmique en stade terminal, comme on avait dit pour le bonheur des ogres, le cancer des ogres. Bizarre. Voilà, encore une fois, dès qu'il y a un truc un peu neuf, les critiques supportent pas et leur tapent dessus, etc. C'est bordel de merde. C'est un des meilleurs films français que j'ai vu de ma vie. J'ai rarement ressenti autant de choses devant un film français, quoi. C'était excellent. C'était vraiment super bon, quoi. Il y a rien à reprocher à ce film. C'était du très très beau travail, millimétré, parfait, une vraie ambiance, un vrai univers, une vraie création, un vrai challenge, un vrai projet, un vrai concept, un vrai environnement, un vrai univers. Enfin, merde, quoi. Non, c'était sublime, ce film. Donc, et vraiment, je suis comme un petit fou à chaque fois que j'en parle. Je suis dans cet état-là à chaque fois que j'en parle. Je sautille un peu partout, je me mets à chanter, je sors des répliques, de machin. Non, il est formidable. Le générique de Sidera, vous pouvez le trouver, ils l'ont diffusé sur internet. Il a vraiment été animé par une boîte d'animation japonaise. Rien que ça, c'est ce souci du détail. C'est tout con, mais tu fais ton intention de réalisation, tu décides de faire un générique des années 80, t'aurais pu le faire animer en France. On fait de la bonne animation dessin, à la main, en France. Mais aller chercher une animation japonaise pour avoir le style d'animation japonaise et essayer d'avoir un peu leur style de dessin à eux et tout, oui, là ton intention elle est poussée jusqu'au bout. Ça, c'est une intention de réalisation qui est poussée jusqu'au bout, hein, Christophe Honoré. Et qui donne quelque chose d'extraordinaire et qui est ultra abouti et qui marche très très bien, quoi. Voilà, quand on fait des bons films en France, on décide que c'est de la merde. Mais heureusement, le film a fini par bien s'en sortir en salle. Il a fait dans les 300 000 ou 400 000 entrées. C'est pas énorme, mais au moins, on a sauvé le film de la catastrophe. Et heureusement, j'aurais été... franchement, ce film n'aurait pas marché, je pense que j'aurais brûlé le CNC. Je sais pas si ça serait passé, mais... on peut pas faire des échecs sur des films français comme ça. Ce serait la honte de la France. Pour un pays aussi ancré dans sa tradition artistique et qui se gargarise de son potentiel artistique depuis des années, on ne peut pas faire des entrées de merde pour des films comme ça. Pour Un illustre inconnu, c'est à peu près pareil. C'est pas possible. Encore le thriller, je comprends, c'est pas un style qui parle à tout le monde, mais... Damned. Avec tout ce qu'on fait de mauvais, quand enfin il y a des bonnes choses, faut aller les voir. Faut essayer de continuer à donner leur chance aux films français. Il y en a plein qui disent qu'on a jeté l'éponge. Vous jetez l'éponge trop tôt. C'est maintenant qu'on est en train d'arriver au pouvoir. La nouvelle génération, je dis on, en me mettant dedans de façon un peu prétentieuse. La jeune génération qui a été bercée au cinéma de Besson, non, au cinéma de Spielberg, au cinéma de Lucas, au cinéma de machin. Ça fait 20 ans que les gens qui bossent dans le cinéma français attendent que ces gens arrivent, attendent que cette génération arrive au pouvoir et ait les capacités de le faire. Le problème, c'est qu'il faut surtout qu'il y ait des producteurs pour faire ce genre de choses. Et les producteurs ont mis beaucoup plus de temps à changer que les réalisateurs et les acteurs. Et là, maintenant, on commence à avoir des producteurs jeunes. Donc, maintenant, on commence à avoir des producteurs qui vont essayer d'avoir ce genre d'audace. C'est maintenant qu'il faut donner leur chance aux films français, les gars. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Parce que, justement, ils sont jeunes, ils n'ont pas 36 000 thunes derrière eux, ils vont faire quelques paris comme ça à essayer de réveiller le cinéma français. Si vous les faites tomber à l'eau, ils n'auront pas d'autre chance. Donc vraiment, donnez leur chance aux films français et essayez de redonner leur chance aux films français. Ça se voit très facilement, je veux dire. Vous voyez l'abondance d'un illustre inconnu, avec, je sais pas moi, une belle musique, un truc sympathique, quelque chose de très sombre. On sent que le film essaye de ne pas en raconter beaucoup. Enfin, je veux dire, l'abondance, très clairement, elle disait pas grand-chose. Elle en disait suffisamment, elle suggérait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout ce qu'elles avaient l'air d'être dans la bande-annonce. Et vous regardez l'abondance de la famille Bélier à côté, ça se voit, quand même. Donc, voilà, soutenez les bons films français. Lou était un film à soutenir en particulier, Un illustre inconnu était un film à soutenir en particulier. Voilà pour ce top.
Le top est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je pense qu'il vous aura surpris, parce que je pense que personne n'aura fait un top aussi varié et différent que ça, je veux dire, je pars sur de la SF blockbuster, je continue avec un film d'auteur français, puis un film indépendant, plus ou moins américain, Lars von Trier, puis du français, puis de l'anglais, puis un film italien, et puis ensuite un film indépendant américain, après un truc complètement hors circuit, puis ensuite du EuropaCorp, et je finis avec un film français. Ça n'a pas de sens, et je suis très content de ce top. Ça, pour moi, ça représente typiquement à quel point pour moi le cinéma est divers et varié. Écoutez, pour ceux qui sont intéressés, vont suivre des vidéos sur la wishlist. Alors la wishlist, ça vous dira peut-être pas grand-chose, c'est les choses qu'on m'a offert dans l'année, qui n'existera plus d'ailleurs après cette année, donc c'est la dernière que je fais. Ça peut vous faire des vlogs sur des films sur lesquels j'ai pas fait de vlog. Donc ça peut peut-être vous intéresser, c'est pour ça que je vais toutes les afficher dans les miniatures et dans les vignettes. Regardez si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai les timecodes et vous pourrez aller voir si c'est quelque chose d'intéressant pour vous à prendre dans ces vidéos-là. Et puis, je vais attaquer également les petites vidéos de bilan et d'annonce de l'année à venir, donc tout ça est au programme. À tout de suite.